Ancienne top modèle reconvertie en businesswoman, elle a côtoyé les plus grandes agences de mannequinat telles que Elite Model en France. Cette Peul d'origine malienne et sénégalaise a défilé pour de grands noms de la mode. En 2002, le magazine américain Vogue la classe parmi les 16 meilleurs top modèles du monde. En 2017, on lui diagnostique un cancer du sein. 2 ans plus tard, elle est en rémission. Recevons dans ce numéro de African Woman 2.0 Adja Coulibaly, une survivante du cancer du sein qui a accepté en ce mois d'octobre rose de nous relater son combat avec cette maladie. Repérée par un photographe alors qu'elle n'était encore qu'une lycéenne qui travaillait à temps partiel dans un McDonald's à Paris, Adja Coulibaly débute sa carrière de top modèle en 1997. La même année, cette Peul d'origine malienne et sénégalaise déménage à New York. Au fil des ans, elle défile pour les plus grands créateurs du monde et fait la une de célèbres magazines de mode tels que Vogue, Elle et Marie-Claire. Durant cette période, elle côtoie aussi les grands mannequins noirs de l'époque, Alec Wegg, Naomi Campbell, Iman, Katou Chagnan et Noémie Lenoir. En 2017, on lui diagnostique un cancer du sein. 2 ans plus tard, après plusieurs traitements, elle est en rémission. Aujourd'hui, la quarantaine révolue. Le top modèle vit loin de l'univers des strass et des paillettes avec son mari et ses 3 enfants. Elle s'est reconvertie en businesswoman et est à la tête de House of Bakoro, un magasin de produits de beauté qu'elle a ouvert à Dakar. Bonjour Adja. Bonjour Aïssata. C'est un plaisir de t'avoir sur le plateau d'African Woman avec nous aujourd'hui. Et c'est un plaisir pour moi d'être avec toi aujourd'hui. Merci Adja. Donc tu nous viens tout droit de New York. Oui. En passant par Paris, et Abidjan. Un long voyage. Un très long voyage, oh my God. Tu nous raconteras une autre fois. Oui, bien sûr. Donc Adja, tu es sénégalo-malienne. Oui. Et tu t'es retrouvée à défiler pour les plus grands noms de la mode à Paris et puis à New York. Oui. Comment ça s'est passé? J'ai été découverte à Paris. J'avais fait une campagne pour Benetton. Et la campagne, c'était mondiale. Et il y avait Beth Addison, la maman de Kadima Addison. Qui jouait dans le Cosby Show, oui, Dwayne Wade. Et elle a vu le truc. Elle m'a dit, oh mon Dieu, on dirait Baby Naomi. Et on m'a fait venir aux États-Unis et c'est de là que j'ai commencé à faire Vogue, faire tout. C'est de là qu'on s'est rencontrés. Mais comment, quand elle t'a vu, elle t'a contacté? En fait, elle a contacté l'agence que j'avais et Pat McGrath. C'était en fait Pat McGrath. Une ancienne mannequin américaine. Non, Pat McGrath, c'est la maquilleuse. Ah, maquilleuse. Elle a fait sa propre ligne de maquillage. D'accord. Voilà. Ah oui, Pat McGrath. Yes. Pat McGrath, j'ai bossé avec elle. Pat McGrath, elle a dit, ouais, il faut vraiment, Bethan, il faut que tu bosses avec elle. Et elle m'avait vu, ça m'avait vu aussi, quoi. Et de là, elle a appelé mon agence à Paris, ils m'ont fait venir à New York. Donc, tu avais déjà commencé à Paris? J'avais commencé à Paris, mais c'était pas... ça donnait pas grand-chose, Oui, voilà, et c'était pas quelque chose qui me... Voilà, qui te permettait de vivre, quoi. Moi, je pensais même pas de partir en Amérique. Oui. Je regardais l'Amérique à la télé, c'est tout. Et donc, on t'appelle, tu viens à New York, mais ça doit être un choc, alors? C'était un choc, parce que j'étais gamine, j'étais là... Tu avais quel âge à l'époque? À l'époque, je me rappelle peut-être dans les 18, 19, trucs comme ça. Voilà. Et donc, tu arrives à New York? Je suis arrivée à New York, ne parlant pas anglais. Ah, tu parlais pas du tout anglais? Ah non, je ne parlais pas anglais. Et tu dois communiquer, défiler, mais par contre, travailler. la seule chose que je savais dire en anglais, how much I'm gonna get. Tu voulais savoir combien on allait te payer d'abord. Et tu as bien raison. Voilà, c'était la seule chose que je savais dire. Voilà. Et ça fait que ça, je me suis bien... j'ai eu la chance de bosser avec les gens les plus importants dans l'industrie et être reconnue dans l'industrie aussi. Ouais. Et donc, mais qu'est-ce qui... Bon, on dit, tu sais que la vie d'un top modèle est souvent mouvementée et tout ça. Et comment toi tu as vécu ça, justement, dans ta vie personnelle? Non, moi... Tu étais jeune à l'époque. Oui, j'étais jeune, mais parce que moi, je ne savais pas que je pouvais être mannequin. Tout le monde se moquait de moi. Oui. Mais pourtant, tu étais déjà dans une agence. Non, j'étais dans une agence, mais avant que l'agence, j'étais une gamine qui n'était pas sûre d'elle. D'accord. Parce que j'avais pas confiance en toi. J'avais pas confiance en moi. Les gens, mes camarades se moquaient de moi.
On m'appelait le javelot, le Front National à cause de mon front. et de dos, comme Tupac. J'étais là. C'est-à-dire que c'est vraiment. Et je me sentais pas belle. Et quand on m'a dit que je pouvais être mannequin, j'ai dit OK. J'ai essayé. J'ai dit OK, d'accord. Voilà, j'ai dit OK. Donc tu as intégré une agence. Oui, voilà, l'agence. J'étais chez Elite en premier, qui m'ont pris. Après, je suis partie de chez Elite, je suis partie chez Karine, qui est restée mon agence mère pendant au moment que j'arrête ma carrière. Donc tu t'y attendais pas. Donc tu arrives à New York. Et comment c'est justement cette expérience à New York? Est-ce que ça t'a... Comment tu t'es sentie à New York? À New York, je me suis sentie tellement bien. La différence, c'est que New York, quand on sort de Paris, c'est différent. La façon dont les Blacks sont traités, la façon dont tu regardes la télé, tu vois des Noirs. La télé, en France, à cette époque-là, maintenant, ça a commencé à changer en France. Mais à l'époque, c'était pas... on ne se reconnaissait pas. Même pour les produits, pour les Blacks, il n'y avait pas ça. Oui, c'est vrai. Donc, tu arrives en Amérique et tu as tout, en fait. Voilà. Tout ce qui est tout pour les Noirs. Voilà, tout pour les Noirs. Et ça, c'était un truc qui m'avait vraiment choquée. Parce que tu n'étais pas habituée à ça. Oui, je n'étais pas habituée. Culture choc. Mais dans le bon sens. Dans le bon sens, oui. J'ai découvert et vraiment, j'ai aimé. Alors, et quelles sont tes expériences avec les grandes maisons de la place? Avec qui tu as défilé, par exemple? Voilà, raconte-nous une histoire. En fait, écoute, j'ai défilé, j'ai travaillé avec Kenzo. Kenzo. C'est Miyake, tout ça. Tom Ford pour Gucci. Et ils nous avaient pris, c'était avec Chiara. On ne devait plus faire, ils nous ont pris exclusivement pour ce show-là. C'était le show de qui? De Gucci. D'accord, Gucci. Milan, tu vois. Et on était venus seulement de New York pour faire ce show-là exclusivement. Et Milan. Oui, voilà. Et Tom Ford, il était tellement adorable. C'est quelqu'un c'est un mec qui est super sympa. Tu sais, parce que nous, on n'a pas trop ce... C'est-à-dire qu'on voit les marques, on ne sait pas vraiment la qui est derrière. Oui, voilà, qui est derrière, mais c'est quelqu'un qui est d'une grande humanité. Et aussi Marc Jacob. Marc Jacob, c'est quelqu'un, il est très cool. C'est quelqu'un qui a les pieds sur terre. Et donc, ça, c'est bien d'avoir ce insight. Au moins, on sait que ce sont des bonnes marques qu'il faut acheter. Exactement. Bah oui, non, ils sont non. Tom Ford et puis Marc Jacobs. D'accord. Ok, c'est intéressant ça. Alors, dis-nous, en 2017, tu es diagnostiquée avec un cancer du sein. C'est un choc. Un choc. Raconte-nous. Oh mon Dieu. J'ai perdu ma maman en 2003 avec le cancer du sein. Ta mère est décédée du cancer du sein. Et ce qui s'est passé, c'est que quand ma mère est décédée du cancer du sein, dans ma tête, je me suis toujours dit, parce qu'on est 3 filles chez moi, j'ai dit, peut-être, si je fais du sport, je prends soin de moi, tout et tout, peut-être que je n'aurai pas le cancer. Si je me suis dit, c'était peut-être une histoire de discipline de ce qu'on mange, et si on change notre régime alimentaire, ça va. Et il s'avérait que moi, ce qui s'est passé, j'ai découvert mon cancer toute seule, dans la douche. Quelque chose, je me palpe, après mes règles, je me suis toujours palpée. Et ça, c'est quelque chose que je recommande à beaucoup de femmes, de le faire. Et je me suis palpée, il y a un truc qui était vraiment louche sur ma poitrine gauche. J'ai senti, et il y a une petite voix qui m'a dit, c'est un cancer. Et je suis partie à l'hôpital, je suis partie voir le gynécologue et tout. Après, je suis partie faire le mammogramme. Et au moment où la mammographie et sonogramme aussi, et ils m'ont donné, j'ai dit, je sais que j'ai un cancer. Ah bon, tu étais comme ça? Oui, j'étais là, oui, je sais que j'ai un cancer, je sais, vous n'avez pas un truc. J'ai dit, je sais que j'ai un cancer. Et quand je suis arrivée, ils m'ont dit, non, mais c'est peut-être pas un cancer, c'est peut-être... Non, j'ai dit, je sais que c'est un cancer. J'ai dit, je suis sûre que c'est un cancer, parce que ça me faisait mal à un moment. Et je commençais, ça commençait à me faire mal, la boule. Et après, ils m'ont dit, non, ce ne serait pas peut-être pas un cancer. Après, ils m'ont fait venir dans une chambre, toute seule, pour me parler. C'est là que les mauvaises nouvelles commencent. Oui, j'ai dit, okay, je sais que c'est un cancer. Qu'est-ce qui va se passer? Vous allez me couper les seins, enlever tout. Je vais enlever mes seins, je ne veux pas les avoir. Et c'est ce qui s'est avéré, c'est ce qui s'est passé. Parce qu'ils m'ont dit, ça fait partie du traitement. Donc toi, ils t'ont obligé, parce qu'il y a des gens à qui on ne coupe pas les seins. Non, moi, mon cancer, parce que moi, je pensais qu'il y avait une seule sorte de cancer du sein. Je ne savais pas qu'il y avait plusieurs sortes de cancer du sein. Et le cancer du sein que moi j'ai eu, ça s'appelle triple négatif, et c'est l'un des cancers le plus difficiles à traiter. Et ça arrive souvent plus aux femmes noires. Et c'est un cancer qui est très agressif.
Au bout de 6 mois, si tu découvres un truc, si tu attends un peu, ils vont te dire que tu as 2 ans à vivre. Ah, ouais. Si tu arrives à un C'est-à-dire stage, que toi, tu es arrivé déjà assez rapidement. moi, en fait, mon stade, c'est le stade 2B. D'accord. Si Et ça, c'est pas trop avancé. C'était borderline. Ah, c'était limite. Voilà, limite. Donc, Voilà. et le stade le plus avancé, c'est quoi? C'est le 4. Et toi, tu étais à 2B. Bien. Parce que j'ai eu aussi en dessous de mes bras, aisselles. mes aisselles, il y avait des choses de cancer qui s'est métastase. Ah oui. Et ça fait qu'ils ont enlevé quelques trucs. Mais c'est quelque chose de très, très difficile à vivre. Ouais, parce que même ma maman... Parce qu'à cette époque aussi, tu étais mère, mariée. Oui. Voilà. Oui. Donc même en pensant à tes enfants, quand on te donne ce diagnostic... C'est comme si mon cœur est sorti de ma poitrine. Je souhaite ça à aucune personne. Quand on a affaire à sa propre épontalité, c'est horrible. C'est mon corps, quand le docteur m'a dit, mais pourquoi vous avez attendu tout ce longtemps? Vous ne savez pas que votre cancer, il est très grave, il est très mortel. J'étais là, mais voilà, c'était très difficile. Un peu durement aussi. Mais ils disent la vérité. Parce que le problème, c'est qu'on pense que les docteurs, même quand ils m'ont annoncé que ma mère allait décéder, on s'était fâchés, mais c'était la vérité qu'ils nous ont dit. Et c'était plus, c'est vrai, pourquoi j'ai attendu aussi longtemps? Mais est-ce que tu avais senti pendant longtemps et puis tu as attendu? Non, c'est sorti, au moment où j'ai attendu, que j'ai vu, c'était là. Et tu es allée tout de suite à l'hôpital? Tu n'as pas attendu Non, je suis partie en courant. Mais je pense que c'était parce qu'ils ont dit que mes seins ils étaient denses. Et ça fait que c'est très difficile de la détecter en fait. Voilà, c'est ça. C'est quand ça commence à sortir que là que tu détectes. Et donc, combien de temps ça t'a pris entre le... Parce que tu as fait les tests. Oui. C'était immédiat, c'était le même jour ou c'était... En fait, c'est 2 ans de traitement, attention. Non, je ne parle pas du traitement, je parle du diagnostic. Donc, quand tu es arrivé à l'hôpital, tu as dit, je pense que j'ai un cancer. Oui, ça a pris une semaine. Et il a fallu que je fasse, comment ça s'appelle, le biopsie. La biopsie. Oui, voilà, de la biopsie. Et en même temps, après, m'aller pour qu'il m'installe le port. Et le port, c'est quoi? Le port, c'est un appareil qu'on te met à l'intérieur pour pouvoir faire la chimiothérapie. Ah oui, la chimio. Ouais, pour faire la chimiothérapie. Et il fallait que je fasse tout ça. Et c'était pas... c'est difficile au début. Difficile. Et comment tu as annoncé ça? Parce que tu es mariée. Oui. Comment ça s'est passé avec ta famille? C'était très, très difficile. Mon mari, déjà, parce que mon mari, il a su dès le début. Ouais, parce que quand tu as senti la boule, tu lui as dit immédiatement. Oui, voilà. Mon mari, lui, l'a su depuis le début. Mes frères et sœurs, c'était très difficile pour eux parce que comme on a perdu notre mère, et c'est moi l'aîné chez moi, et ils avaient peur. Parce qu'on sait que le cancer de ma mère, c'était vraiment... c'était fatal, voilà. Fatal, oui. Et donc, et avec les enfants, tu leur as dit... Les enfants, j'étais très ouverte avec elles. J'aurais dit que c'était un cancer. Quand je partais faire ma chimio, elle venait avec moi. Après, on partait au restaurant, on faisait du shopping, tout. C'était une routine, une partie de la vie. Voilà. Et tu as perdu tous tes cheveux? J'ai perdu tous mes cheveux. Ça, c'est la conséquence de la chimio. chimio. Oui, la chimio, parce que le chimio que j'ai eu était très, très agressif. Et tu as fait ça pendant 2 ans? Non, le chimio, je l'ai fait pendant 6 mois. Le chimio que j'ai fait, ils appellent ça le diable rouge. The Red Devil, le diable rouge. Parce que c'est fort. C'est très agressif. Et mais donc, tu étais malade aussi un peu, parce qu'il y a les effets secondaires. En fait, ce qui m'a aidé, moi, j'ai pu, parce que j'étais très active, je faisais beaucoup de sport, et justement, ça m'a beaucoup aidé à tenir tout ça, quoi. Ouais. Et la triste nouvelle, par exemple, ce que j'ai appris par rapport à mon cancer, c'était un cancer que beaucoup de jeunes femmes black, elles ont entre 17 et 40 ans. Wow. Et je ne pensais pas, parce qu'on dit oui, il faut faire la mammographie à 40 ans. Après 40 ans, oui, d'ailleurs, on te dit de commencer ta mammographie à 40 ans plus. Voilà, oui, 40 ans plus, alors que, voilà, ce n'est pas le cas. Par exemple, j'ai une employée à moi qui a 19 ans, qui a découvert qu'elle avait un cancer du sein. Donc en fait, qu'est-ce que ça veut dire? En fait, ça veut dire qu'il faut se palper. Il faut se palper. Parce qu'on ne va pas te faire une mammographie tout le temps. Avant 40 ans. Voilà, mais il faut savoir se palper, il faut écouter son corps. Et quand il y a quelque chose qu'on sait qu'on a des doutes, il faut partir voir le médecin. Mais il ne faut pas attendre. 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 Et savoir que j'ai une fille qui a 17 ans, et savoir que ma fille, il faut que je la fasse le test génétique. Parce que moi aussi, mon cancer aussi, c'était génétique. Comme Angelina Jolie,
que sa maman a eu le cancer de l'ovaire, mais c'est génétique. C'est-à-dire quand c'est génétique, on doit enlever les seins, on doit enlever les ovaires, l'utérus. Ça, c'est pour, non, ça, c'est pas pour ton cancer à toi. Ça, c'est pour mon cancer à moi. Ah, c'est pour ton cancer à toi? Oui, oui, le BRCA1. Ça, c'est parce que c'est génétique. Mais donc, ça veut dire que là, qu'est-ce qu'on t'a fait? Parce que moi, qu'est-ce que toi, on t'a fait? D'ailleurs, on avait commencé la chimiothérapie. Ils ont fait la chimio pendant 6 mois. Pendant 6 mois. Radiation. Triple comment s'appelle, mastectomie. On t'a enlevé tes seins. On m'a enlevé mes seins. Les oophorectomies, les ovaires, tout ça, quoi. Ouais. Et ça, c'est grave parce que ici, tu n'avais pas eu d'enfant encore. Ben, on m'a demandé si je voulais avoir un enfant. Si je voulais avoir un enfant, ils m'auraient laissé un peu. Mais parce que, par exemple, la maladie, par exemple, les ovaires, c'était très important que je l'enlève parce que les ovaires, ils appellent ça le tueur silencieux. Le cancer des ovaires. Des ovaires. C'est le tueur, ils appellent ça le tueur silencieux. Parce que mes médecins m'ont dit il faut que je l'enlève parce qu'au moment où tu commences à avoir des crampes, et avoir des problèmes, des douleurs, tu vas aller à l'hôpital. C'est trop tard. C'est trop tard. Parce que c'est-à-dire que quand ça commence à faire mal, c'est que tu es en train de mourir, en fait. Voilà. Donc, et tu ne vas jamais savoir. Et tu ne vas jamais savoir. Voilà. Tests, en fait. Voilà. Wow. C'est tellement, cette maladie est tellement traître. Mais donc là, tu n'as plus de sang du tout, mais non, tu as fait en fait, j'ai fait une reconstruction, tout ça. Voilà, oui. D'accord. Voilà. Donc après, et ça, c'était bien après ou... Non, ça s'est passé après. Après que j'ai fini les traitements. Après que j'ai fini les traitements. Oui, voilà. D'accord. Mais ils m'ont enlevé les seins pendant 6 mois. J'étais... Tu n'avais pas de poitrine du tout? Oui, je n'avais pas de poitrine. Et c'était très pénible. Ouais. Comment tu as vécu ça, justement? Ne pas avoir de poitrine? C'était pas facile. Parce que c'est entre ça et puis ta vie. Mais voilà, parce qu'en tant que femme, tu as l'impression de perdre ta féminité. Tout à fait. C'est pas facile. Et donc... C'était pas... Et même dans ton couple? Dans mon couple, j'ai eu de la chance d'avoir un mari qui m'a vraiment soutenue. Qui m'a vraiment soutenue. C'est exceptionnel parce qu'il y a tellement de femmes qui disent, même dans les groupes dont je faisais partie, que leur mari et leur compagnon les quittent pendant qu'elles ont le cancer. Surtout quand on... Donc, oui, voilà. Et puis même le fait d'être malade, il n'y a pas beaucoup de gens qui veulent être là. Et donc tu as eu de la chance d'avoir... Voilà, oui. J'ai eu un vraiment... Oui, voilà, oui. C'est bien. Et tes enfants, ils n'étaient pas trop tristes? Ils étaient tristes. Maintenant qu'ils me disent, c'est maintenant qu'ils commencent à me dire vraiment ce qui s'est passé, mais ils n'ont jamais pleuré devant moi. Ils me disent qu'ils pleuraient dans leur chambre en pensant à si je meurs, qu'est-ce qui va leur arriver, tout ça. Et il y a vraiment un impact sur la famille et tout ça. Oui, surtout ma petite dernière, à l'époque, elle avait 7 ans, 7 ans comme ça, ou 7 ou 6 ans. Et elle me disait qu'elle prenait les conversations et puis elle partait sur Google. Aller chercher sur la maladie. Oui, voilà. Parce qu'une fois, je suis une discussion, je dis, je parlais avec quelqu'un de triple négatif, elle me dit, mais est-ce qu'il va avoir une double mastectomie? Je dis, comment tu sais ça? Elle me dit, mais quand tu as eu le cancer, je faisais des recherches. Je dis, ah bon? Je ne savais pas. Je me suis dit, waouh. Ils étaient très, très braves. Ça les a affectés. Ça les a affectés. Et comment tu te sens maintenant? Donc là, maintenant, ça fait... Ça va faire 5 ans. Voilà, que je suis dans ma 5e année. Là, je suis allée chez mes dernières visites chez les médecins, c'est au mois de novembre. Et je pense que d'ici là, après la vie, ça va. Ouais. Et donc, qu'est-ce que tu comptes faire pour ta fille? Tu vas la faire tester régulièrement? Non, en fait, elle va faire le test génétique pour savoir si... Parce qu'il faut le gène. Le gène. Parce que maintenant, ce qui est bien, c'est que, par exemple, si tu as un membre, dans ta famille qui a eu le cancer, tu peux faire un test pour savoir si tu as le gène. Cancer. Voilà. Mais même si vous n'avez pas le gène, parce qu'il y a plusieurs sortes de cancers du sein, il faut toujours faire le mammogramme. Surtout quand on a la possibilité. Oui, si on a le risque. Donc, ça veut dire qu'elle, à partir de 17-18 ans, elle sera obligée de faire son test régulièrement? Non, le test, elle le fait qu'une seule. Le mammogramme, non, elle n'a pas besoin de le faire. Elle n'a pas besoin. Elle doit faire le test génétique. Si le test génétique est négatif, s'il est négatif, ça va. S'il est positif, il faudrait que peut-être on va friser ses œufs. Parce qu'ils vont penser. C'est-à-dire vous allez extraire ses œufs, tout ça, oui, voilà. Enfin, pas ses ovaires. Parce qu'ils m'ont dit, que si c'était positif, il faudrait qu'elle prenne la pilule pour réguler les trucs, ses ovaires, voilà, tout ça. Et au moins pour lui donner un peu de temps. Voilà. Ouais. Parce qu'en fait, oui, donc ça veut dire que, bon, au moins elle sait. Oui. Donc ça lui donne un peu moins un risque de développer la maladie. Mais c'est difficile aussi. Mais c'est très difficile. Si c'est positif, c'est que ça va être une vie de tout le temps surveillée, de toujours faire attention. Mais si elle est positive, à un moment, elle aura
peut-être les ovaires qu'on va enlever ou je ne sais pas. Ouais, ouais. Mais ce n'est pas quelque chose de facile. Non. Et comment tu te sens, en fait, puisque tu as eu à enlever tes ovaires? Oui. Et comment ça t'a... Le truc, c'est que directement, quand on enlève les ovaires, on rentre dans la ménopause. Ah, ouais. Et tu n'as pas l'âge de la ménopause. Oui, voilà. J'ai rentré dans la ménopause. Je ne savais même pas les bouffées de chaleur. Ah. Je parlais avec mes copines, elles ne comprennent pas pourquoi je transpire. je suis là, t'as chaud, tu es là, tout monte. Et c'était vraiment, c'était pénible. En fait, c'est ça le plus difficile. Et puis les pertes de cheveux, les trucs, tout ça. Le physique, en fait. Oui, le physique, tout change. Tout change. Et sans compter, bon, comme tu as dit, heureusement que tu faisais du sport. Oui, voilà. Mais tu as dit que tu as senti vraiment que c'était dur. C'était dur, c'est dur, oui. La chimiothérapie, les radiations. Oui, parce que j'ai des amis qui ne pouvaient même pas marcher. J'ai des copines avec qui on a eu le cancer à peu près en même temps. Et on a fait le parcours ensemble. Il y en a qui ne peuvent pas marcher. Et c'était complètement étalé. En tout cas, c'est beaucoup de courage. Non, c'est beaucoup, oui. Non. Et merci d'en parler. Alors, explique-nous pourquoi tu veux en parler, justement. Parce que le cancer, ma mère, quand elle avait le cancer, elle n'en parlait pas. Parce qu'une femme africaine, quand elle est malade... Et elle était où? Elle était où? En France. En France, oui, mes parents, ils vivent en France. Et c'était comme une honte. Oui, bien sûr. Pour beaucoup de femmes africaines, j'ai remarqué qu'elles portent le cancer comme c'est une maladie de la honte un peu. C'est comme si on parlait du sida. Oui. Et ils n'en parlent pas, elles ne sont pas informées. Et elles ne savent pas vraiment, et quand elles se retrouvent dans la situation, elles ne savent pas du tout où aller, elles ne demandent pas les bonnes questions. Parce qu'il faut qu'on apprenne que nous sommes des mères, mais des fois notre corps nous trahit. Nos seins servent à nourrir nos enfants. Tout à fait. Et c'est le même sein qui sert à nourrir nos enfants qui peut nous tuer. Et c'est vraiment, et justement j'aimerais bien apporter le message pour que les femmes acceptent ça. C'est pas parce qu'on enlève les seins d'une femme qu'elle est une femme en moins. Non, tout à fait. Voilà, ça n'enlève pas mais c'est mentalement. C'est mentalement, oui. Mentalement, on n'arrive pas à... Parce que bon, on associe ça à sa féminité. Oui. Et donc, on n'arrive pas à se détacher de ce... Mais bon, après... maintenant, il y a des reconstructions. Oui, absolument. Voilà, tout à fait. Et bon, de toute façon, les femmes, maintenant, même, elles se font les implants mammaires. Donc, bon, effectivement, c'est pas... Mais je pense que c'est le premier choc, en fait. Mais une fois que tu sais que c'est ça ou ta vie, bon, après, on ne réfléchit plus. Il n'y a plus là sur la balance. Exactement. Les seins, et où la vie, voilà. Exactement. Oui. Mais je pense que c'est ce premier choc, et puis après, graduellement, tu t'y fais, en fait. Mais c'est dur, en fait. Et surtout, comme tu as dit pour la femme africaine, tu as expliqué le cas de ta maman. Oui, ma maman, elle le cachait. Elle disait qu'il fallait que personne sache qu'elle avait le cancer. C'était tabou. Et même nous, on ne savait pas quel genre de cancer elle avait eu. Si je savais quel genre de cancer elle avait eu, ça m'aurait aidé. À ne pas traverser ce que j'ai traversé. Oui, c'est vrai. Elle me préparait tout ça, mais j'ai pas, parce que c'était caché. Je n'avais pas l'information. Je n'avais pas l'information, c'était caché. C'est seulement quand elle est décédée. Oui, c'est quand elle est décédée, après que quand j'ai fait mes tests génétiques, que tu as su. Voilà. En fait. Wow. En tout cas, c'est beaucoup de courage, beaucoup de courage. C'est pas facile, mais c'est quelque chose. Et puis même la vie après le cancer, c'est jamais pareil. C'est vrai. On change. Comment ça? Parce que à partir du moment où tu dois faire face à ta immortalité, les choses sont plus pareilles. Oui, c'est ça, c'est vrai. Ta perspective change. Change, en fait. Oui. Les choses peut-être qui étaient importantes avant deviennent moins importantes. Des fois, oui. Parce que les petits détails, oui, les petits détails, oui, parce que ça c'est rien. Tu peux pas. Voilà. C'est pas aussi important que ça. Tu te rends compte de ce qui est important. Voilà. L'important c'est le moment présent en fait. Pour moi maintenant c'est le moment présent. C'est pas le futur, c'est pas le passé. Parce que j'ai réalisé que des fois, on pense qu'on peut contrôler, on n'a pas le contrôle. Et là, c'était ce moment, je n'ai pas eu le contrôle parce que je partais à la gym, je voulais que mon corps soit comme ça, soit comme ci. Et tu perds le contrôle. Oui, tout à fait, en fait. Genre, mon corps m'a trahi. Et en fait, mais c'est vrai ce que tu dis, en fait, parce que bon, le passé, bien sûr, tu ne peux plus le contrôler. Oui. Mais le futur, en fait, tu ne peux pas le contrôler. Je ne peux pas le contrôler, mais je peux le présent. Là, en ce moment, tu vois, je suis là, je suis contente, je vis le présent. C'est tout. Parce que tu sais parce que demain, c'est pas une promesse, c'est pas garanti. On ne sait pas. Non, mais c'est bien. C'est une bonne philosophie en général même, parce que... Donc, tu t'es reconverti aussi de top modèle, tu as un business maintenant. Oui. Raconte-nous un peu. Mon business, moi, en fait, étant été dans le monde de la mode et de la beauté,
j'ai toujours voulu, j'ai vu que quand je venais en Afrique, mes cousines, tout ça, tout le monde me demandait, amène-moi ci, amène-moi ça. Oui, bien sûr. Parce que les femmes, elles n'avaient pas accès à certains de produits, tout ça. Ouais. Et la plupart aussi, les femmes africaines, elles n'ont pas accès aux produits de qualité. Tout à fait. On leur envoie tout ce qui est mauvais, peut-être de la Chine, Absolument. du Nigeria, tous ces trucs-là. Il ne faut pas trop dire que tout ce qui vient du Nigeria est mauvais. Mais bon, mais je vois ce que tu veux les dire. produits de mauvaise qualité. De mauvaise qualité, qu'on soit honnête, Oui. même si c'est pas qu'on soit véridique, les Nigériens, ils n'achètent pas les produits qui sont faits au Nigeria. La plupart, moi, les produits, par exemple... ça vient de Chine et des choses comme ça. Non, ils achètent bien des États-Unis. Ça vient des États-Unis. Les bons produits. Les bons produits, au Nigeria, ils ont des très bons produits. Fabriqués. Voilà. Ils ne sont pas fabriqués là-bas. Voilà. Je vois. C'est-à-dire, par exemple, des produits comme Shea Moisture. Peut-être en français, je pense que c'est Shea Moisture. Voilà, ils vont dire peut-être Shea Moisture. Shea Moisture, Voilà. Shea Moisture. Voilà, ça c'est une marque aux États-Unis qui est vraiment... On trouve partout. Et puis on trouve partout, voilà. Et moi, j'ai toute la gamme que vous ne trouverez même pas en France, tu ne peux pas trouver en France, chez moi, parce que j'ai affaire directement aux fournisseurs. Donc en fait, tu as ouvert un magasin. J'ai ouvert un magasin et je fais de la distribution aussi. Voilà, d'accord. Donc distribution, tu travailles avec des gens qui achètent des salons, pour voilà, qui n'ont pas accès aux fournisseurs, tout ça. Et c'est moi qui fais l'intermédiaire entre les fournisseurs et les boutiques sur l'Afrique. Voilà. Pendant la période où tu étais malade, tu as arrêté de travailler complètement? Oui, j'ai arrêté de travailler. Ok. Et tu as pu reprendre quand? Je me suis graduellement, en fait. C'est-à-dire que ça t'a pris du temps. Donc Parce que même, je fais de la chimiothérapie, après j'ai fait une autre chimio avec des pilules. Je ne pouvais pas marcher, mes pieds étaient gonflés, comme des stéroïdes, je ne pouvais rien faire. Et j'ai arrêté pendant un moment, mais après, c'est... Voilà. Quand tu te sentais un peu mieux. Je me sentais un peu mieux. Et les traitements étaient moins forts, peut-être? Les traitements étaient moins forts. Et là, tu as repris voilà, j'ai repris petit à petit. Et essayer d'oublier aussi, quoi. Oui, surtout. Oui. Essayer d'oublier. Adja, nous sommes dans le mois d'Octobre Rose, le mois de la lutte contre le cancer du sein. Un message à l'endroit des femmes par rapport à cette maladie? Pour moi, ce que j'aimerais bien que surtout nos femmes, nos sœurs africaines, qu'elles savent se mettre, qu'elles s'occupent d'elles. Parce qu'on se donne tellement à nos enfants, à nos maris, qu'on s'oublie. Tout à fait. Il faut se mettre, parce qu'on est les piliers du foyer. Quand on perd une mère, tout c'est pire que tout. Oui, absolument. Et aussi, pour pouvoir être là pour nos enfants, il faut que nous-mêmes on soit bien. Qu'on soit bien et qu'on soit en bonne santé. Voilà, absolument. Et ça, c'est très, très important. Et au moins une fois par mois, vous avez, après vos règles, touchez vos seins. Juste palper. Même en dessous des aisselles, palper. Il faut toujours palper pour savoir s'il y a quelque chose. C'est très simple. Ça prend même pas 3-4 secondes. Et écouter son corps. Tout à fait. Écouter son corps. Et puis, tu as parlé de certaines choses. Tu as dit, par exemple, faut pas qu'on prenne ça comme quelque chose qui nous rend pas féminines, en fait. Parce que c'est vrai qu'enlever les seins, il y a des femmes qui ne se sentent pas féminines, surtout la femme africaine, qui est très, très attachée à ce côté truc. Physique. Mais maintenant, il y a des bons chirurgiens qui font des reconstructions qui sont tellement bien. Tout à fait. Et qui peuvent même, les seins de certaines femmes avant, sont mieux que eux. Quand on les refait, c'est beaucoup mieux que... Moi-même, j'ai pensé à la reconstruction. voilà, après les bébés, voilà, quand on fait, ça fait qu'on se retrouve comme une jeune fille, les seins, on n'a même pas besoin de porter de soutien-gorge. Voilà. Bon, ça, c'est le côté positif. Ça, c'est le seul côté positif qu'on peut vraiment tirer. Voilà. Mais donc, et aussi à l'endroit des hommes, parce que le cancer du sein, malheureusement, le cancer du sein ne touche pas seulement qu'aux femmes, il touche aux hommes. Oui, c'est ça. Et il y a beaucoup d'hommes qui ont le cancer du sein et ils ne se rendent pas compte. Mais comment on diagnostique ça chez les hommes? Les hommes, il faut qu'ils se touchent aussi. Ils le voient, ils vont pas. Mais aucun homme ne va se toucher. Enfin, en tout cas, en Afrique, on dit que le cancer du sein, c'est une maladie de femme. De femme, c'est pas une maladie de femme. Ça arrive rarement chez les hommes, c'est ça? Ça arrive. Plus qu'on le pense. Plus qu'on le pense. Peut-être qu'on ne le détecte pas, en fait. Il ne le détecte pas parce que moi, quand je partais faire ma chimo, j'étais branchée dans les machines. J'avais des hommes à côté de moi qui avaient le cancer du sein aussi. Wow. On était tous branchés dans les machines à se regarder les uns et les autres. Et tu as parlé de quelque chose, tu as dit au début, parfois tu ne voulais pas en parler, tu te cachais. Oui, je me cachais parce que j'ai l'impression que j'avais honte.
Donc tu avais ce sentiment. Oui, j'avais le sentiment. Mais maintenant, pourquoi ce changement? Puisqu'au début, tu ne voulais pas en parler. J'ai perdu beaucoup de personnes. Ah oui, d'accord. J'ai perdu beaucoup de personnes, des amis, des copines, des mères avec qui, au moment où j'ai eu le cancer, on a fait le parcours ensemble et qu'ils étaient jeunes, qu'ils ont laissé les petits-enfants derrière. Et c'était le côté très difficile. Tu as une copine de 32 ans qui laisse des petits-enfants, tout simplement à cause de cette maladie. Et c'est ça qui t'a poussé à... Et ça, c'est là, oui, ça m'a parlé. Et surtout, je me suis dit, parce que dans notre pays, de notre côté de l'Afrique, personne n'est vocal à parler de ça, du cancer du sein. On n'en parle pas. On n'en parle pas, c'est vrai. On essaye de plus en plus maintenant, mais les gens qui sont les victimes, elles n'en parlent pas. Elles n'en parlent pas et ça reste tabou. On n'en trouve pas. On trouve très peu de femmes africaines qui acceptent de parler de leur combat. Parce qu'ils le prennent comme une honte. Parce que c'est vrai que ça touche la féminité de la femme, mais en même temps, c'est vrai que la poitrine, on nourrit les enfants avec. Oui, bien sûr. Mais bon, c'est plus un fantasme pour les hommes. C'est tout. J'ai fait comme si je n'ai pas entendu. Oui, voilà. Pour la femme aussi. Voilà, pour la femme. Parce qu'il y a des femmes qui refusent d'allaiter parce qu'elles ne veulent pas que leur poitrine. Voilà, exactement. Et c'est pour ça que si c'est ce côté seulement sur lequel on doit s'appuyer, bon. Ouais, c'est pas la peine. Adja, merci. De rien, etc. Merci pour ce témoignage. Continue de parler. Je vais parler, ma soeur. Il faut qu'on parle. Parce qu'on a besoin de femmes qui témoignent. On a vraiment besoin de ça parce que tant qu'on n'a pas entendu, on ne se rend pas compte. On ne se rend pas compte de la gravité. On se rend pas compte de la gravité. Et le cancer, c'est pas le sida. Ouais. Ou même c'est pas Ebola. Oui, voilà. C'est une maladie. C'est une maladie. On ne sait pas d'où ça vient. Le sida. Oui, voilà, c'est une maladie. Je pense qu'il ne faut pas. Parce qu'en fait, le sida, c'était tellement négatif. Voilà, la connexion. Voilà. En fait, ce que je voulais dire, c'était la connexion. J'ai compris ce que tu veux dire. Voilà. Même bon, maintenant, on a démystifié aussi le sida. Oui, voilà. Mais les gens, maintenant, le sida, les gens vivent plus longtemps. Le cancer tue. Absolument. Mais le sida, c'est fini. Il ne tue plus. Absolument. Le sida ne tue plus. Il y a le traitement. Oui, et c'est ça qui. C'est-à-dire, quand tu entends le mot cancer, c'est. Oui. Non, tu te dis que c'est la fin. Oui, c'est la fin. Mais par contre, ça se traite quand même assez bien. Ça se traite assez bien. Tôt. Quand c'est dépisté très tôt, et c'est pour ça qu'il faut toujours faire la prévention, il faut mieux savoir tôt. On fait juste, le docteur, il vous en touche juste un petit truc. Moi, il a fallu qu'on m'enlève tous les seins. Ouais. Si ça avait été dépisté plus tôt, ouais. Merci. De rien. Alors, on passe... ça fait pas sensible de passer de ça à bon, mais on passe à la partie du petit cadeau. Oui. Alors, tu sais, on fait la promotion des entrepreneurs africains. Oui. Donc, on donne à chaque fois un petit cadeau pour faire la promotion justement de ces entrepreneurs. Donc là, on a un cadeau de Co & Clo. Voilà. En fait, c'est pour montrer en fait un peu ce qu'ils font. Toi, tu as l'air vraiment surprise. Tu savais pas. Oh my God, I didn't know. Oh my God. J'adore, c'est magnifique. Ouais. Et c'est fait localement. C'est magnifique. Voilà, tu vois, c'est les pois baoulés là. J'aime beaucoup. Ici. Voilà. C'est vraiment, c'est de l'art. C'est une jeune dame. C'est comme si. C'est une jeune dame qui fait ça. Et puis, alors toi justement qui aimes être healthy. Yes. Tu es dans la santé. On a une autre dame qui fait des thés. C'est génial ça. Des thés, et tu connais certains de ces produits. Oui. Le Kangaliba, le Moringa. Moringa, oui, c'est bien ça. Ce sont des tisanes que tu peux boire. C'est super. Voilà, et c'est un petit métier. Tu peux ouvrir, hein, je crois que c'est facile à ouvrir. Ah oui. En plus, c'est bien. C'est bien présenté. Oui, c'est bien présenté. La présentation est vraiment bien. Ouais. Tu vois, on fait des belles choses maintenant. Toi qui es à New York, moi, je vais emmener ça à New York avec moi. On va aller boire ça à New York. Voilà. En plus, il commence à faire froid. Ah, tout à fait. Voilà, ça va nous réchauffer. Et c'est sain, non seulement c'est sain, mais en bien. Plus de ça, c'est bien pour la santé. Donc super. Très merci à cette Merci à toi, Adja. C'est un réel plaisir de t'avoir reçu. Merci à toutes et à toutes. À très bientôt pour la prochaine émission d'African Woman 2.0. Et avant de nous quitter, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne YouTube de Afrique Femme. Merci et à bientôt. Africa.